Alors, on va voir un petit peu la post-exploitation. Donc, une fois qu'on est arrivé sur la machine, hein, il faut exfiltrer les données, récupérer de la data, et on va voir un petit peu, revoir même, j'ai envie de dire, comment sont stockés les mots de passe, en fait, hein, dans Windows. Voir le processus, le fameux lsas.exe qui tourne hein, sur Windows, qui va nous permettre de dumper les passwords. Et on va utiliser l'outil de Benjamin Delpy et de Vincent Letout, Mimikatz, le chat énervé. Ok. Donc je vous avais fait une petite vidéo sur Mimikatz, hein, qui a sa propre histoire, j'ai envie de dire. Et allez voir hein, les deux blogs, parce que c'est, je vais pas dire c'est les deux meilleurs français, mais on en est pas loin. Ok, c'est vraiment des gars extrêmement brillants. Donc vous apprendrez plein de choses en cybersécurité. Allez sur pinkcastle.com, mysmartlogon.com et sur le blog de Benjamin Delpy. Voilà, voilà. Nous, on va voir un petit peu ça ensemble. Donc, on a Max Kitty, en fait, qui a découvert un peu hein, comment le modus operandi de Greenwich Enterprise et elles veulent se préparer, en fait, aux futures attaques éventuellement qui pourraient venir, puisque, bah, ça y est, joyeux Noël à tous, d'ailleurs. Hein, donc, ah ben, on va préparer l'année prochaine, hein, puisque je vous ai dit, quand vous faites pirater, il faut tirer des leçons de tout ça, trouver des façons, comment la partie adverse a exploité vos failles et comment y remédier. Hein, c'est ce qu'on fait de la remédiation. Il faut pas que ça reste sans conséquence. Hein. Même quand vous faites poutrer, eh ben, c'est une raison de remettre en question bah, ces techniques, ces systèmes de protection et de redevenir un peu humble hein, face à les situations. Donc, faites-vous un bon KPV et bah moi je vais boire le mien en vous expliquant tout ça. Donc on a Mimikatz qui est poussé sur le serveur, hein, il est présent là. On va venir l'utiliser, mais avant, faut qu'on revoie un petit peu les bases. Ok. Alors on va faire deux choses. Je vais ouvrir un premier PowerShell. Ah bah j'ai pas le choix. Je suis admin de toute façon. Ok, donc on va repousser ça. On va repasser quand même en ligne de commande, en cmd.exe, parce que des fois PowerShell pose problème. On va rester tranquille. Hop, on va zoomer un peu pour vous, et on va revoir quelques petites bases qui sont importantes pour bien comprendre ce qu'on va faire. Alors, revenons à nos moutons. Alors, donc la post-exploitation. Post-exploitation, généralement, c'est au niveau de la cyberattaque. Hein, c'est quand, je vous disais, l'attaquant a gagné un accès non autorisé au système. Donc, pendant cette période, il va tenter de faire son escalade de privilèges, hein, ce qu'on appelle la privesc. Et donc, pourquoi? Pour récupérer un maximum d'informations qui sont sensibles. Hein. La documentation, par exemple. Comment une technologie en interne est développée, fonctionne ou éventuellement d'autres mots de passe pour d'autres systèmes. Hein. Ça va permettre de faire un pivot latéral. Je vais passer de compte à compte, de machine à machine, ok, et des fois de réseau à réseau, ou de sous-réseau à sous-réseau. Et par contre, escalade de privilèges, ben c'est sur les machines les plus intéressantes, sur les comptes locaux les plus intéressants, je vais peut-être pouvoir soit devenir admin, soit carrément admin du contrôleur de domaine, ok? Et comme je vous disais, dans une Active Directory, si j'arrive à pooner le contrôleur de domaine, j'ai accès potentiellement à des milliers d'ordinateurs. Donc, donc voilà. Voilà pourquoi on cherche tout le temps à faire l'escalade de privilèges. Pourquoi on s'entraîne hein, dans les CTF, dans les challenges, tout le temps à faire notre escalade de privilèges. C'est comme vous le savez, il y a des milliers de façons de faire des escalades de privilèges. Et bah, le meilleur moyen, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Hein. Donc le but, c'est d'être un utilisateur avec des privilèges élevés, hein, par opposition aux utilisateurs qui n'ont pas de privilèges élevés. Donc ils ont des privilèges faibles. Voilà où je veux en venir. Et ça permet aussi de maintenir ce qu'on appelle la persistance. La persistance, comme son nom l'indique, vous voyez qu'on utilise également ce mot en anglais. La persistance, eh ben, c'est justement le fait de maintenir l'accès, hein, même si l'ordinateur redémarre, même s'il a été bloqué.
ou éventuellement même si on a supprimé hein, la session de l'utilisateur, j'ai hacké la session de John, et ben même si on retire la session de John, John disparaît de l'entreprise, ok, j'aurai quand même ma backdoor, ma porte dérobée qui va me permettre de revenir. Hein, c'est ce qu'on appelle donc la persistance et on peut le créer via des tâches planifiées, on peut créer des portes dérobées un peu partout, les stocker sur le disque dur, dans le système de fichiers, créer des portes dérobées via le registre, hein, via des clés de registre, des clés de sous-registre, on peut faire des tâches planifiées, ouais, il y a plein de trucs à faire. Ok. Donc, euh, voilà, hein. La post-exploitation, donc c'est l'étape où l'attaquant va énumérer, identifier, exploiter d'autres composants, hein, au sens plus large, hein, dans un environnement, un réseau. Donc, supposons par exemple que l'attaquant a compromis les ressources humaines, ok? Alors certes, on a un système qui stocke toutes les ressources humaines, les HR, Human Resources, c'est cool, mais on veut de plus amples détails aussi. Mais on voit déjà que rien que le fait de compromettre euh, les ressources humaines, ça peut permettre d'envoyer des attaques de social engineering hein, contre les employés, comme du phishing, du spear phishing, puisqu'on aura toutes les informations disponibles. Ok? Donc là, on peut se faire passer éventuellement, comme je vous disais enfin, je vous dis tout le temps, mais c'est la logique hein, d'une cyberattaque. On va essayer de compromettre les serveurs de messagerie pour pouvoir envoyer au nom des ressources humaines hein, une pièce jointe qui va être ouverte. Voilà, ça c'est des situations réelles euh, qui se passent souvent, hein, soit en test d'intrusion, soit en red teaming, soit des cyberattaques hein, d'ampleur. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh ben, l'attaquant a gagné un accès privilégié hein, à Windows. Il est administrateur de la machine. Ok? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut dumper hein, tous les hashes, hein, puisque vous savez que les mots de passe, malheureusement, sont pas en clair, sont sous forme de hash, et essayer de les craquer hein, pour récupérer du clear text. Hein, donc, c'est-à-dire le mot de passe en clair. Donc, les hashes, revenons, rappelez-nous. Les hash, contrairement au chiffrement, il n'y a pas d'opération inverse. Je m'explique. Bien sûr qu'on peut craquer des hash, ok? Mais vous avez besoin de quoi? D'avoir la valeur du mot de passe sous forme de hash stocké dans votre dictionnaire pour pouvoir le craquer. Comprenez-moi bien, plus vous aurez de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de mots de passe, plus vous avez des chances de craquer le hash pour retrouver le mot de passe en clair. Hein. À l'inverse du chiffrement, où on peut chiffrer, déchiffrer. Hein. À l'inverse du codage, où c'est pareil, c'est bidirectionnel, on peut encoder et décoder à la volée, pas de problème. Le hash, c'est un peu particulier. Donc, techniquement, si on n'a pas la valeur du mot de passe hein, sous forme de hash, eh ben, ça sera impossible de récupérer le mot de passe en clair. Ok? Pourquoi nous ça marche? Parce que parmi les 13 millions de mots de passe, on a de la chance, hein, mais eh ben, parmi les 13 millions, il y a quoi? Il y a forcément, ok, un des mots de passe, ok, qui va être haché, ok. Ce hash va être comparé quoi? Bah, à la valeur du hash des mots de passe, et s'ils correspondent, vous avez bien compris on peut faire l'opération inverse. Ok? Si on a haché, par exemple, Ginette 1, 2, 3, et que c'est bien la valeur du hash qui correspond à la valeur du hash que j'ai exfiltré, que j'ai volé sur le serveur, eh ben, je sais que c'est Ginette 1, 2, 3. Vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'être très malin. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va comparer, hein. On va récupérer d'abord les hashes, il faut les exfiltrer. On va voir les différentes techniques et les mécanismes hein, d'authentification au sein de Windows. Alors, ces fameux hash, comment ça se passe en fait hein? Les hash, c'est quoi? C'est ni plus ni moins hein, qu'une valeur mathématique, hein, une représentation de quoi? Du password original, hein, qui a été converti par quoi? Eh ben, sous une autre forme en fait. Hein. On a password 1, 2, 3. Si j'appelle quoi? Une fonction de hash, ok? Je récupère quoi? Une valeur de hash. Donc, le mécanisme, c'est quoi? C'est input, fonction, output. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle du digest. Hein. Le digest en anglais, hein, cette méthode cryptographique via des fonctions de hachage. Je prends quelque chose en entrée, je le transforme via une fonction
et j'ai autre chose en sortie. Ok? Donc, on a cette transformation, hein, donc du texte clair, du mot de passe en texte clair, en quelque chose qui est incompréhensible. Et tout ça, c'est fourni grâce à notre à la fonction de hachage. Et la fonction de hachage nous donne un nouveau string. Ok? Donc on a deux strings, un en entrée, un en sortie. Par contre, vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes chaînes de caractères. Hein, on a quelque chose comme on dit, qui est en plein texte, ok, en clear text. Et là, ça y est, c'est ciphered, hein, c'est chiffré. C'est chiffré via la fonction de hachage. Ok? Donc ça a été haché. Donc cette fonction de hachage, elle peut être multiple. Là, on a utilisé quoi? Un des algorithmes qui s'appelle MD5. On en a d'autres. On a le SHA-1, SHA-256. Ok. Aujourd'hui, pour un peu de sécurité, on a tout intérêt à utiliser du SHA-256. Donc, comme vous voyez, hein, je vous dis, on prend toujours ça, on prend quelque chose en entrée, c'est un mot de passe, et après on va le convertir, entre guillemets, hein, en une chaîne de caractères aléatoires. Hein. Donc ça permet de stocker les mots de passe, ça permet également, si jamais on vole le hash, eh ben ça va être beaucoup plus dur de retrouver le mot de passe à l'origine. Hein, comme je vous expliquais, si c'était un texte clair, ça serait du pain béni pour nous. Là, on nous met des bâtons dans les roues, puisque depuis Windows NT, je crois 4.0, donc ça doit être peut-être Windows 2000. Je crois que les mots de passe ne sont plus stockés en clair. Avant, ils l'étaient. Hein. Donc vous imaginez les risques et les cyberattaques qu'il pouvait y avoir. Alors, donc il va falloir faire du DHT. Hein. Le DHT, c'est quoi? Eh ben, vous pouvez même aller, hein, vous le savez, sur Internet, vous avez du DH. Le DH, c'est quoi? C'est quand il y a des data breach, des data leaks, hein, donc il y a eu des fuites de données, de bases de données massives sur Internet lors d'une cyberattaque. Vous pouvez aller vérifier, rentrer votre username, rentrer votre email pour vous assurer de quoi? Pour vous assurer de ne pas avoir été poutré. Ok? Donc, DH, vous pouvez taper, vous allez voir qu'il y a plein de sites, et c'est même devenu, hein, une, comment dire, une expression. Ok? Pourquoi? Parce que bah, les Black Hat, une fois qu'ils récupèrent en masse toutes ces bases de données, il va falloir casser, hein, les haches, ok, pour retrouver les valeurs et pouvoir les utiliser. Donc, on a ce principe de de-hashed. Ok? Et donc, c'est un moteur de recherche de bases de données piratées créé par des analystes de sécurité. Et vous avez un MyLink.info, vous avez je vous dis Apple qui le fait sur les iPhones. On a également Advinpon. Hein. Et là, voilà, vous allez vérifier quoi? Bah, s'il n'y a pas un numéro de téléphone, un email, et on peut s'en servir également pour faire du renseignement. Hein. Si je rentre un truc, un mail, et je peux voir déjà s'il n'a pas fuité quelque part. Ok? Après, vous avez des sites pour de Black Hat, hein, où ils s'échangent les comptes et vous pouvez récupérer, hein, justement les comptes qui ont été poutrés. Ok? Mais là, c'est totalement illégal, donc je peux pas vous montrer ça. Mais voilà. Hein, si vous passez un bon après-midi sur Internet, vous trouverez même pas besoin d'aller sur le dark web. Ok? Il y a deux ou trois sites où tous les black hats s'échangent les comptes, les revendent. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être la police pour découvrir tout ça. Par contre, comprenez-moi bien que je peux pas vous mettre ça ni dans la description, ni dans mes vidéos. Mais sachez qu'il existe. Donc là, on va taper hein, Toto, travailler à la NSA, comme d'habitude. Good news, no punish fun. Ok? Donc voilà, ça c'est le principe de DH. Ok? Qu'est-ce qu'on a? On a stocké quoi? Dans des bases de données, des hashes, ok? Et on ne connaît pas le mot de passe de l'utilisateur, mais par contre on peut comparer quoi? On peut comparer le hash de Toto NSA Gov, ok? On va continuer un petit peu à pousser la logique. Hmm. Donc, comme vous voyez, le mot de passe, il est converti hein, dans cette fameuse chaîne de caractères. Et comme on disait, hein, si on veut récupérer le mot de passe, eh ben, il faut faire l'opération inverse, ce qu'on appelle du de-hashing. Et ça peut être extrêmement difficile, puisque tout va dépendre, encore une fois, hein, de la complexité de,
du mot de passe de l'utilisateur et de l'algorithme. Ok, certains sont plus faciles à casser que d'autres. Donc, comme je vous disais, les fonctions de hash, en principe, hein, c'est du one way, c'est pas du bidirectionnel. Donc, c'est très difficile de récupérer, hein, le mot de passe si on doit faire une attaque par force brute. Donc, nous, comme je vous disais, on utilise ce qu'on appelle de l'affaiblissement en cryptographie, c'est-à-dire que si jamais on a le mot de passe en clair, hein, dans notre dictionnaire, on va le hacher, faire comparer les valeurs de hash, et bah, si ça y est, c'est bon. Ok. Par contre, faire une attaque classique, c'est-à-dire sans dictionnaire, juste par force brute sur une fonction de hachage, mais ça va mettre des siècles. Ok. À moins que vous ayez, je sais pas, 50 000 ordinateurs. Donc voilà. C'est pour ça que c'est souhaitable, hein, et que c'est utilisé. Pourquoi? Eh ben, pour stocker les mots de passe. Parce que c'est quand même sécurisé, c'est un petit peu plus compliqué. Ok? Et bah, il faut déjà trouver le bon algorithme qui a été utilisé. Et après, il faut avoir la bonne solution, la bonne valeur dans votre dictionnaire. Sinon, vous ne trouverez jamais la solution. Donc, on voit que le principe du hash, en fait, c'est que vous modifiez ne serait-ce qu'un octet, ok, du fichier, et ça modifie tout. Hein, si on prend cet exemple, password 12, c'est ça, en MD5. Password 1, 2, 3, c'est ça. Password 1, 2, 3, 4, on n'a fait que rajouter un 4. Hein, vous voyez que ça change tout. Il n'y en a aucun qui correspond. Hein, ça, c'est le principe du hash. Donc, l'authentification, comment ça se passe? Je vous parle tout le temps du SAM. La base SAM, hein, c'est quoi? C'est la Security Account Manager. Hein, donc, c'est le manager du contrôle, c'est le contrôle, pardon, la sécurité des comptes. Ok? Typiquement, c'est là où sont stockés, hein, les mots de passe sous forme de hash. Ils sont dans la base SAM. Hein. Donc, on a deux hash, hein, qui sont utilisés dans la base SAM. On a le LM et on a le NTLM. Alors, le LM, c'est le plus vieux, en fait, hein. Moyen de stockage sous Windows, hein, c'est le plus vieux, c'est le LAN Manager. Et il est encore gardé, en fait, pour pouvoir fonctionner avec des versions antérieures de Windows. Ok. L'algorithme est utilisé, en fait, pour créer euh, le hash, hein, et malheureusement, il est assez limité en termes d'input, hein, au niveau des caractères. Donc c'est possible en fait de tester toutes les combinaisons là pour le coup et de retrouver le hash original. Ok. Par contre, avec des algorithmes plus costauds, ça va être beaucoup plus compliqué de faire cette attaque par force brute, voire totalement impossible. Ok. Et ensuite on a le NT, LAN Manager. Donc NT LM. Ok, ça c'est la version moderne en fait. Et bah, c'est l'algorithme de hachage en fait qui est utilisé pour stocker les mots de passe dans les versions de Windows modernes. Ok? Donc, quand un utilisateur est connecté en fait sur une machine en local, on a le Local Security Authority Subsystem Service, le LSAS, en fait. Donc, service de sous-système d'autorité et de sécurité de l'utilisateur local, hein, l'utilisateur local. Donc c'est un processus en fait qui va stocker les mots de passe en fait, hein, du compte dans la base SAM. Hein. Il compare le hash, hein, avec ce qu'a rentré l'utilisateur. Si c'est bon, l'utilisateur s'identifie et est connecté en local sur la machine. Si c'est pas bon, bah c'est mort. Ok. Donc le problème c'est que LSAS en fait il store, comme je vous le disais, le, le mot de passe dans la mémoire. Hein. Donc c'est pour que ça soit plus pratique, mais malheureusement, comme vous le savez ou pas, bah, ça présente une faille intrinsèque. Ok. On a les mots de passe qui tournent en mémoire, ok, puisque le processus est exécuté sur la machine et bah ça pose problème. Ok. Donc les amis, j'ai fait les manips pour vous. On est allé, on a le processus quoi? On a le processus Elsas qui tourne, ok, on est admin. Le premier truc à faire, c'est aller dans le répertoire. Dans le répertoire, on se lance quoi? Mimikatz. Mimikatz, il a quoi? Il a un driver. Un driver qui est signé, hein, Mimi.
DRV, signé par Microsoft, donc on est legit, ok? Et c'est comme ça qu'on va injecter le driver qui va prendre le contrôle du processus LSALS, l'infecter, et pour qu'on va pouvoir dumper ce processus critique à la vie, à l'amour, hein, porte dérobée, ce qu'on appelle un kiwi dans le jargon. Hein, c'est un fruit, bien sûr, ce n'est rien d'autre. Alors, on va taper privilege debug, ok? S'il nous répond privilege 20, ok, c'est que c'est la fête du slip. Ok, à partir de là, on lui fait quoi? On fait un sec, yo, ça, ok, et on lui dit login password pour récupérer et il va nous dumper, ok, tous les mots de passe. Sauf que il y en a, c'est des mots de passe de service, de compte de service. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux quoi? Je vois qu'il y a admin, ok, mais on a déjà, c'est nous, on a Émilie, la belle Émilie, jolie. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait à Émilie? Eh ben, on va venir récupérer son HNTLM qui est ici. Ok? Ok? Et on va le craquer. On va le craquer avec John the Ripper. H4, si vous avez une très bonne carte graphique, ça sera 500 fois plus rapide. Mais comme le mot de passe est simple, j'ai un 12 cœurs, ça devrait aller. On s'est lancé. J'ai fait un John, format NT, parce qu'on parle de Windows NT, comme je vous disais, un New Technology, hein, si vous voulez rigoler un peu, qui date de 1996. Voilà pourquoi NT, NTLM. Ok, New Technology. Non, mais je vous ai dit au début ce que ça veut dire. Ça veut dire New Technology LAN Manager. Ok. Donc, on prend ça, hein, et on va venir casser, comme vous l'avez vu. On va lui dire format NT. Je lui mets une worklist. On va utiliser Rock You Baby. Ok, que j'ai dans mon répertoire, que j'ai déplacé. Sinon, vous savez que ça se trouve où? Ça se trouve dans User, Share, Worklist. Ok, Rock You, trouvez-la. Émilie Jolie, c'est le H, ok, NTLM que j'ai enregistré. Hein, je l'ai enregistré, vous voyez. 4 Émilie Jolie, il est là-dedans. Ok, et je peux lui dire pote, hein, un pot. Donc le pot, dans le pot, c'est quand même une tirelire, hein, on lui demande plein de trucs. Là, je lui ai demandé sortie.txt. Il va m'enregistrer la valeur du H craqué dans sortie.txt, si j'ai envie. Et le pote, en anglais, c'est autre chose. Mais je vous dirai pas ce que c'est. Plus sérieusement, je fais un cas de sortie une fois qu'il m'a trouvé, ok? Et on a quoi? On a le H NT, LM, ok? Avec, hein, voilà, le H, et voilà la valeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. C'était son mot de passe. Voilà.